Et le constat que j'ai fait, c'est que les meilleurs amis, c'est à la fois les astrologues et à la fois les pires ennemis. Ben oui, bien sûr. Moi, souvent, je préfère parler des gens qui ne sont pas astrologues, d'ailleurs. Mais j'ai remarqué, écoutez, hier je ne connaissais ni ce que vous animez, ni votre nom. Ah bon, vous avez découvert notre existence hier? Hier. Ah oui, par hasard. Mais curieusement, j'ai téléchargé un de vos livres, qui est une approche ésotérique de... concernant l'approche ésotérique, je ne me souviens plus tout à fait le titre de... Écoutez, le titre m'échappe. Est-ce qu'il y a une prise où je peux me brancher ou c'est pas... Si, vous pouvez vous brancher, vous n'avez pas de pile. La batterie n'est pas super excellente. Voilà. Sinon ça ne va pas... Ah oui, d'accord, c'est sur celle-là. Oui, ça va pas aller. mettez-vous plus près, alors, monsieur. Mettez-vous plus près. Voilà, mettez-vous là. Merci. Voilà. Oui, ça, c'est la prise, elle est où? Bon, alors, à ce moment-là, vous pouvez vous mettre là où vous étiez. Oui, oui, c'est assez... Prenez votre place. C'est-à-dire, voilà, si vous voulez peut-être prendre... Vous permettez? Je vous en prie. C'est chaud. Oui, Donc quand je vous ai contacté, c'était surtout quand j'ai vu que vous faisiez une antenne pour pouvoir consulter des ouvrages. oui, bien sûr. Je ne pensais pas à ce moment-là que quelques heures plus tard, on serait à parler de ce que je fais. Mais c'est pas plus mal. Oui. Donc, puisque vous avez la gentillesse de m'accueillir. Donc on va ouvrir sur... Donc je vous fais une présentation comme ce que je fais en conférence. Oui, ça vous va? d'accord, oui, oui. Donc, noyau de la Terre. Du noyau de la Terre par des directions, au nombre de 10. On va attendre que ça se... Oui. Ça sera plus simple si je mets mes lunettes. La dame avait l'air de mal prendre le fait que je sois venu et interrompu votre... De toute façon, vous savez, les femmes... elles ne comprennent pas certaines choses. Donc, noyau de la Terre. Ouais. On fait une coupe, comme si on coupait un quartier d'orange, quoi, pour avoir un accès directement sur le noyau. Du noyau par 10 directions. Et de ces directions remontent les courants telluriques. Bon, ça, tout le monde plus ou moins l'accepte. Je vais fermer cette fenêtre parce qu'elle m'embête. L'endroit où je réside. Ah bon, c'est quoi ça? Ça, c'est le château de Marzac. Vous êtes dans un château? Oui, mais je ne suis pas châtelain. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'était le propriétaire qui est un ami, me laisse habiter sur ces terres depuis une dizaine d'années. Et c'est un endroit magnifique. C'était quelques kilomètres à 20 km par le raccourci pour aller à Sarlat. Ah bah c'est bien. Et c'est entre les Aisies et Tursac. Et Vous devez connaître monsieur... J'habite la maison là. Rémi Boucher, vous connaissez pas? Rémi Boucher, c'est un astrologue de Sarlat, oui. non? Oui, je l'ai rencontré une une fois. filmé l'autre jour, oui.
je l'ai rencontré. Donc, schématiser le noyau. Et si M. Parillo? Parillo, je sais qu'il est dans le département, mais je ne l'ai jamais rencontré. Oui, on l'a filmé aussi. Donc, les directions. Alors, les 10 directions, tout le monde les connaît plus ou moins. La première direction, Khéops, pyramide de Khéops. La seconde, Kilimandjaro. La troisième, le Machu Picchu. Crater Lake. Terre de Feu, on peut penser que c'est Ushuaia. Lhasa. Ayers Rocks en Australie. Les temples d'Angkor. Les lacs de Rila. Et Saint-Pétersbourg. Les 10 directions majeures. On va construire la roue. C'est comme si on construisait une horloge. Avec un petit cercle, une délimitation et un grand cercle. L'objectif étant de mettre les 24 heures autour de ce noyau. La délimitation ici sépare le mode yin des 6 premiers domaines, que je vais expliquer après, des 6 autres domaines qui sont yang. Donc les domaines, délimitation des domaines, numérotation de 1 à 12, et chaque domaine est en correspondance, je dis bien en correspondance, avec un signe astrologique. Pour le premier, c'est le Capricorne, pour le second, c'est le Poisson. Donc je ne vais pas les énumérer, ce sont tous les signes qui sont yin, c'est-à-dire les signes de terre et les signes d'eau. Et une fois passé le cercle bleu, les autres signes qui sont de feu et d'air, c'est-à-dire Sagittaire, Verseau, Bélier, Gémeaux, Lion et Balance. Les éléments, mais de la tradition chinoise. C'est à moi. Donc le feu, l'air, le métal, l'eau, la terre, les terres et le bois. Donc dans un sens, avec l'air, bon, on va activer le feu, on va forger le métal qu'on va refroidir dans l'eau, on va travailler la terre, on va couper le bois qui va réactiver le feu. Donc on est dans un sens de l'évolution. Les animaux, aussi de la tradition chinoise mais modifiée. L'aigle, le lion, le dauphin, le taureau et le dragon ailé. Et au centre, le serpent qui est en correspondance avec l'énergie de Kundalini. Voilà. Jusqu'à maintenant, on parlait des paramètres qui étaient fixes. On entre dans les paramètres mobiles des 4 énergies qui animent depuis le noyau de la Terre. C'est cette présentation qui se continue. Première ellipse qui tourne en 24 heures. Et cette ellipse, elle va émettre son énergie, qui est yang. Elle est en correspondance avec le Soleil. Et elle a, un peu comme les nœuds lunaires, il y a une tête d'ellipse et un pied, différenciés par des couleurs différentes. Et le pictogramme marque le côté un peu plus coloré et le pictogramme du Soleil. Donc là, on est dans une action, dans le présent, dans la conscience, dans l'engagement. Le pied, c'est l'inverse. C'est les freins, c'est l'obscurantisme, c'est la confusion. En fait, on est un peu à l'image, pour ceux qui connaissent l'astrologie, des nœuds lunaires. Le nœud nord, un petit peu la direction à suivre dans l'incarnation, pour ceux qui admettent cette théorie, puisque les nœuds lunaires nous viennent de l'astrologie hindoue, et le nœud sud, qui serait les habitudes comportementales de toutes ces... donc, c'est pas les nœuds lunaires, mais ce sont les quatre vecteurs d'influence bipolaire. Première, donc, Soleil, tourne en 24 heures, c'est-à-dire qu'en temps réel, il est à peu près 17 heures, donc on a 2 heures d'avance, donc on est 17h ou 17h30, donc on est à 15h30. La seconde, la Lune, même rythme, 30 jours en arrondissant, 29 et des poussières, donc 30 jours. La tête, spiritualité, passé, création, sensibilité. Le pied, sensiblerie, les magies négatives, le passéisme. Et le passé. Troisième,
celle-ci est en harmonie avec les saisons. Donc elle tourne à peu près comme l'espace d'une saison en 91 jours. Elle est donc, la première est yang, la seconde yin, la troisième est yin aussi. Donc toujours même alternance. Même alternance. Enfin, tête, pied. Les têtes sont symbolisées par les pictogrammes. Changement, transformation, harmonie, possibilité de s'en servir justement au niveau de l'agrobiologie, de l'agriculture, on pourrait, parce qu'il y a des gens qui ont fait des expériences et ça fonctionne. Et le pied, l'inertie, la peur au changement. Et la quatrième, la plus importante, de par non pas son rayonnement, mais la puissance de son action, c'est celle qui est en correspondance avec Jupiter. Et donc qui marque les formes, les ondes de forme, le temps, le futur, qui va marquer les grands événements, le karma collectif et les pieds, tremblement de terre, cyclone, etc., mouvement de foule, éruption volcanique. Vous avez parlé de la foule? Oui, les mouvements de foule. Ça concerne, ça va dans votre sujet aussi, la foule? Ben oui. C'est aussi les comportements sociaux alors? On n'en est pas aux comportements sociaux, on en est plutôt que dans un certain moment, dans un certain endroit, on va se trouver avec une énergie spécifique qui va remuer un peu depuis les entrailles de la Terre et qui va venir vous chauffer sous les pieds. Et donc la foule peut avoir des réactions particulières. D'accord. Voilà. Et ensuite, donc les domaines qui sont donc ici symbolisés, je ne sais pas si vous voulez jeter un coup d'œil, qui sont symbolisés, qui sont marqués, donc 12 domaines, chacun avec des qualités spécifiques, qui sont autant que des champs d'expérience. Jusqu'à maintenant, donc on n'a pas parlé d'astrologie. Hein. Donc je ferme cette... On va faire une petite pause, monsieur, à ce sujet. On va récapituler, parce que, vous savez, je me méfie beaucoup de ces exposés. Moi, je ne suis pas très favorable aux exposés. Je préfère que les choses soient présentées progressivement. Je ne suis pas du tout favorable à des exposés comme ça trop... C'est compliqué de vous expliquer ça. Ah oui, mais il faut faire l'effort de... Parce qu'autrement, les gens, ils sont noyés. Hein. Donc, quand même que vous... Maintenant, vous avez exposé ce que vous avez exposé. En tout cas, c'est comme ça que je travaille. Hein. Donc, d'ailleurs, si vous l'avez remarqué, il y a très très peu de conférences, très très peu d'exposés. C'est pas du tout la démarche que nous avons. Mais bon, admettons. Mais il faut encore... il faut qu'il y ait un dialogue. Il faut que la personne fasse l'effort de... Parce que souvent, bon, on présente les choses spatialement, mais il faut expliquer comment vous en êtes arrivé là, qu'est-ce qui vous a amené à penser de cette façon, etc., monsieur. Hein, même si c'est une progression, parce que c'est pas le rôle de notre station, c'est pas de délivrer des exposés, surtout quand ils sont... Non, alors il faudrait donc essayer de nous expliquer, c'est pas toujours évident d'ailleurs, comment on arrive à constituer ce genre de schéma, par exemple. En fait, à partir de on va récapituler, on va résumer pour faire une première pause. Alors, comment arrive-t-on à constituer ces différentes ellipses Ben ça, c'est une connaissance. Ça fait l'objet. C'est un livre qui est sorti il y a une dizaine d'années, qui s'appelle Un traité de tellurologie. D'accord. Qui a été écrit par quelqu'un qui n'est pas moi, mais auquel j'ai participé. Oui. Et donc cette personne a eu cette inspiration. Mais c'est comme quelqu'un à qui on met, voilà, justement, c'est un peu un piano, quoi. Oui, c'est un piano. On lui met un piano, donc elle amène le piano, elle amène la partition, mais elle n'a pas la personne pour jouer la partition. Ouais. Et donc, la rencontre a fait que je pouvais prendre la partition et la jouer. Ouais, d'accord. Et ce qui se passe là, c'est que pour comprendre ça, il était préférable de connaître l'astrologie. Parce que ce dont je n'ai pas fini de parler, je vous ai montré que la partie de la Terre. Oui, d'accord, oui. Juste si vous me permettez, ici, vous avez toutes les planètes. Donc tous les signes qui sont en extérieur. C'est un peu comme si le ciel sertissait la Terre. Et on est dans quelque chose, une approche qui conviendra surtout aux astrologues géocentriques et non pas héliocentriques. Oui. Voilà. Et donc à partir de là, voilà le bébé, débrouille-toi.
donc casse-tête, parce que ce qui est intéressant, là où je n'ai pas encore terminé, c'est que je vais vous parler de Paris, je vais vous parler d'un pays. Quand les énergies de la Terre remontent, elles arrivent sur le passage 23h, 11h. Et à partir de là, tous les pays de la Terre vont se retrouver éclatés sur l'ensemble des 12 domaines. Oui. Et très curieusement, le premier pays, en fait c'est pas curieux, pour moi c'est logique, le premier pays où ça arrive, qui démarre à 23h, c'est Israël. Et l'énergie va tourner, elle va passer sur la Palestine, elle va passer sur les différents pays de la Terre, mais comme on est dans une voie de correspondance, quand on fait un thème, qu'on soit en Israël, qu'on soit en Islande, qu'on soit en Russie, qu'on soit en France, les énergies sont les mêmes, sauf que les espaces géographiques sont différents. C'est-à-dire que si on délimite un espace géographique, lequel qu'il soit, on va essayer ensuite de le mettre dans cette roue. Si je prends l'exemple de la France, je fais la carte de la France, je lui fais un bornage au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, et à partir de là, la magie de c'est que le relevé, on va dire GPS, donc Global Position Satellite, le relevé donc latitude et longitude, va se traduire en heures. C'est-à-dire qu'un lieu, Paris, quand on prend le relevé de Paris, latitude, longitude, on va le traduire et ça nous amène à 13h28. Ce qui est très intéressant, 13h28, parce que ça nous amène dans le domaine qui est le 8e domaine. Ce 8e domaine est en correspondance avec le signe du Verseau. Et très curieusement, le 13h28, c'est égal au 14e degré du signe du Verseau. Et le 15e degré des signes fixes, on dit des degrés alchimiques. Oui. Voilà. Donc à partir de là, on va construire un thème. Et on va positionner, avec des éphémérides, les différentes ellipses en leur moment et en leur lieu. Donc là, ce qu'il y a d'intéressant, on a tous entendu parler, il était au mauvais endroit, vous connaissez la suite. Au bon endroit, et inversement. Voilà, donc ce que je propose dans cet apprentissage, c'est d'amener une connaissance à partir de l'endroit, de choisir le bon moment. Et ce bon moment s'articule de par la position à la fois des planètes, mais aussi de ces ellipses. C'est-à-dire que si on prend un exemple, votre thème, ou le thème de la rencontre, oui. On va positionner la France, on va positionner Paris, et je mets le curseur sur Paris, et pour moi, c'est une chance extraordinaire aujourd'hui, à la fois le soleil est en aspect de 120 degrés, donc de trigone, par rapport à Paris, et la lune est sur Paris. Oui. Ce que je vous disais quand on était dans la rue. Oui. Voilà. Et ensuite, les ellipses, et on voit. Donc en fonction de ce que j'ai là, vous voyez que je peux en parler sans avoir à faire cet exposé. Oui. On peut interpréter, avec les moyens que l'on a, de l'avancée de cette perception, de cette connaissance, parce que je ne sais pas si vous imaginez, je crois que vous l'imaginez, parce que vous avez assez d'imagination. Et j'ai commencé à vous lire il y a 2 jours, sans savoir que j'allais vous rencontrer. C'est très curieux. Et vous parlez de l'ésotérisme par rapport au peuple juif, et vous introduisez très vite l'astrologie. Je me suis dit, mais ce monsieur est quoi? C'est un docteur en philosophie? C'est quoi? C'est un astrologue? J'ai fait une thèse sur ce sujet, le monde juif et l'astrologie. Voilà. Donc je ne savais pas. Donc c'est une approche ésotérique. C'est un travail, ça. Oui, mais voilà, je suis tombé dessus, ça m'intéressait. Et j'ai commencé à lire il y a 2 jours. Je ne pensais pas à ce moment-là que 48 heures après, j'allais vous rencontrer. Non, en effet, oui. Vous voyez comment ça se passe, hein je pense que vous pouvez ressentir ma franchise. Absolument. Donc, vous voulez, en fin de compte, que les travaux de ce monsieur qui s'appelle comment, je suis Didier, j'ai amené le livre, hein, parce que je suis que ces travaux puissent servir à... Je suis pas un marchand d'histoire. Vous avez amené le livre. Donc, le traité de tellurologie. Ma participation avec mon nom en écriture de la préface. Ah oui, et mon nom, Paul Bordonado. Ah oui, très bien. Et le travail qui a été fait à l'intérieur pour la partie qui me concernait.
sur... bon là, ce que je vous ai montré en quelques diapos, ce que j'ai sélectionné d'ailleurs, hein, dans toutes ces... Ça, ce livre, vous l'avez coédité, en fait. Moi, j'ai participé, j'ai signé la préface, j'ai fait le travail, et on a même pris mes dessins, qui sont une sorte de signature. Non, c'est une signature qui est une signature tout à fait autre que le fait d'apposer un nom sur une... Donc voilà, ça a été le début j'essaie de résumer, monsieur. D'une aventure extraordinaire. Oui, je vous en prie, monsieur. J'essaie de résumer parce que moi j'essaie de comprendre quand je parle avec quelqu'un. Ben, de toute façon, c'est un truc que je ne peux pas comprendre puisque c'est nouveau. Donc il faut écouter au moins un premier exposé et ensuite vous me posez des questions. Je ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Bon. Je sais comment... Alors, non, moi j'aime bien que les gens dégagent des principes avant de rentrer dans les détails. Et le travail, la tentation, c'est de présenter un travail terminé. Or, ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment ce travail a été fait, comment il a été avancé. Voilà, je vous l'ai dit, piano, partition, mais pas de... Oui, mais c'est une image, ça, une image. Ça ne veut pas, pas beaucoup. Ce qui nous intéresse, c'est... Donc j'essaie de résumer, j'essaie de comprendre, peut-être que vous-même, c'est un peu loin. Ça s'est situé sur quelle période de temps, tout ça? L'espace d'une... Votre travail, votre recherche, le livre date de quand déjà? 10 ans. Donc ça fait 10 ans que vous êtes... 10 ans en... Mais en plus le livre, il y a la période avant le livre, enfin avant... Il y a une période avant le livre, il y a une période d'un an de recherche de ma part. Voilà, montrez-le moi s'il vous plaît. Traité de tellurologie de D. Didier. Donc voilà. Avec une... Alors donc c'est assez amusant, il a fait préfacer son livre par Paul Bordonado, astrologue. Oui. Pourquoi vous avez vraiment eu besoin? Alors parce que c'est un traité d'astrologie quelque part? Je vous l'ai dit, pour comprendre ça, les animaux chinois, on mélange deux claviers symboliques, hein, le clavier symbolique particulier de la tellurologie, plus celui de l'astrologie. Voilà, donc c'est un livre, oui, effectivement. Et ce livre est paru il y a 10 ans. En 2002, bon, ça fera 10 ans. Et alors on en a... j'en avais pas entendu parler. En 2012. Il y a eu des réactions à ce livre? Les réactions ont été celles que je vous dis. Les astrologues l'accueillent et écoutent avec bienveillance, avec attention. Et puis ensuite, ils sont très vite perdus parce que je leur mélange deux claviers symboliques. Et je mélange le clavier symbolique de l'astrologie plus le clavier symbolique de la tellurologie. Oui. Et donc, ils ont une perte de repères. Absolument, oui. Dis-donc, ils n'ont pas une perte de repères. Ils ne perdent pas de leurs repères. Mais je leur amène de la nouveauté. Donc, ils sont devant l'inconnu. Donc, ils sont en attente, en ouverture ou en fermeture. Et il y a un échange. Moi, ce que j'ai ensuite amené, dans ma recherche, j'ai trouvé des cycles particuliers à la tellurologie que j'ai ensuite retrouvé dans l'histoire. Et c'est pour ça que je poursuis cette recherche cyclique. Puisque nous avons 4 ellipses, et je me suis intéressé aux deux plus lentes. C'est-à-dire la troisième, celle qui est l'ellipse qui est verte, qui amène les transformations et le changement, et celle qui amène le karma collectif et le futur. À partir de là, quand il y a eu un certain jour de 2007, en juin, je suis tombé sur une figure géométrique très particulière qui me donnait un alignement pyramide de Khéops, Lhasa, et Machu Picchu, lac de Rila. Rila était un ermite qui a vécu en Bulgarie et qui avait une aura tellement importante en son époque qu'ils lui ont donné le nom de monastère et le nom de lacs qui sont dans cette région. Et cette figure, c'était ça, une croix. Et à partir de là, je me suis dit, tiens, je tiens quelque chose. Le flair, l'intuition. Je me suis dit, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Et j'ai commencé à écrire en disant que la Terre allait suinter de tous ses pores et qu'il allait avoir une expression karmique à cette figure particulière que j'ai nommée Grande Croix de transformation karmique et que j'ai, par intuition, pensé qu'il se passerait des choses importantes. Et ça a été en 2007. L'été 2007 a été un été pourri. De mémoire de français, il n'avait pas fait aussi mauvais que depuis une soixantaine d'années. Il y a eu des moussons dévastatrices en Inde et au Bangladesh.
Il y a eu, quelques mois plus tard, en septembre, des choses importantes en Birmanie, quand les moines se sont révoltés. Ils ont porté la contestation dans la rue. Il y a eu de la neige à Buenos Aires, où il n'avait pas neigé depuis 1920. Il y a eu un hiver très froid en Uruguay, toute la partie du cône Amérique Sud. Et je me suis dit, là, quand même, tu tiens quelque chose. Oui, on va chercher un peu plus. Et comme j'ai un intérêt très fort à la cyclologie, je me suis dit, voilà, c'est quelque chose qui se produit en cette position, en ces axes, puissants, parce que nous sommes en phase avec Khéops, qui est le point central et phare, et le plus émetteur d'énergie de cette route tellurologique. Lhasa, Khéops, c'est l'unité, c'est la première des directions. Le 6 en bas, c'est Lhasa, c'est le choix entre esprit-matière. Le 3, c'est l'esprit. Et le 9, c'est le renouveau. Mais en même temps, en conjonction avec l'axe du temps. Donc je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire. Et j'ai retrouvé. Donc je me suis dit, s'il y a ça, dans les 400 jours, il va se passer quelque chose. Ou dans les 120 jours. 120 jours, c'est pour que les deux se retrouvent en conjonction. Mais elles se retrouvent en conjonction dans un autre endroit. Avant de les retrouver en conjonction sur les mêmes axes, il faut énormément de temps. Et ça a été l'objet de la recherche que je mène depuis, que je peux vous montrer un cahier que j'ai, avec tous les relevés sur cette cyclologie que j'ai faite. Bon, on va refaire le point encore une fois, s'il vous plaît. De toute façon, on aura d'autres occasions de discuter. Bon, premièrement, moi, ce qui me frappe, si vous voulez, enfin, de mon point de vue, c'est qu'évidemment, vous utilisez toutes les planètes du système solaire. Bien sûr. Bien sûr. Oui. C'est un constat, c'est pas une certitude. C'est pas la question de savoir si l'astrologie doit se servir de toutes les planètes du système solaire, c'est un débat qui existe actuellement. Oui, mais c'est un débat qui concerne qui? Les non-astrologues? Non. Les combattants de l'astrologie? Qui concerne les astrologues, justement. L'astrologie n'est pas l'astronomie. Absolument. Et donc l'astrologie n'a pas forcément à tenir compte de toutes les planètes, notamment les planètes au-delà de Saturne, etc. C'est un débat. C'est pour situer votre démarche, qui est d'ailleurs tout à fait classique. C'est celle de Jean-Pierre Nicolas, par exemple. C'est-à-dire celle qui consiste à considérer que le système solaire est un ensemble où chaque planète a sa place et sa signification. Oui. Voilà. Alors ça, c'est pour situer votre démarche, parce qu'elle vous paraît d'une évidence absolue, alors qu'en réalité, c'est comme par exemple pour les aspects, vous utilisez beaucoup d'aspects. Vous utilisez le quintile, le quinconce, vous avez une grande richesse de données. Vous utilisez aussi... En fin de compte, votre démarche semblerait être, au fond, de confirmer la tradition astrologique par certains côtés. En tout cas, confirmer une pratique. Par exemple, je crois même que vous utilisez les maisons astrologiques. Non, pas là. Ah, je croyais que j'ai eu le choix, puisque j'avais la possibilité donc, de jouer cette partition, et je mets dans une des pages que tout chercheur qui passera après, et qui aura ce livre entre les mains, ou d'autres, aura le choix de mettre une domification ou pas, mais je ne voulais pas mélanger. Non, je me disais parce que je voyais que vous aviez des domaines, oui, domaine 6, domaine 11, oui, on avait l'impression que ça correspondait un peu aux maisons, mais probablement non, parce que là, il n'y a pas une domification, la domification se déplace en fonction du lieu. Donc le domaine 3, c'est quoi? C'est quel signe, le domaine 3? Ça n'a rien à voir avec le domaine 3, c'est le taureau, c'est la correspondance avec le taureau. La seule différence, c'est que il y a 2 fois 360, donc ce sont des domaines qui font 60 degrés chacun, déjà, et qui correspondent, quand on revient sur la Terre proprement dite, qui correspondent à des espaces sur Terre, et qui correspondent ensuite, si on prend par exemple la France, je vais commencer la France, elle va se situer légèrement dans le domaine, à la fin du domaine, au milieu du domaine 2, et le déroulé de la France va partir donc depuis la côte sud-est, où nous avons pour la ville de Nice environ 2h30 sur la roue, sur l'horloge, et je vais aller en direction de Brest, donc dans une diagonale, qui atterrira vers 21h. C'est-à-dire que si je devais prendre ce cercle, cette roue, et assurer les parties qui sont en représentation, je partirai de 2h30 et j'irai jusqu'à 21h. En tout cas, je vois là que vous utilisez les maisons, là, par exemple, page 141, 143. Non, il n'y a pas, c'est juste un rappel, il n'y a pas de... Alors vous utilisez les exaltations, les exils, les chutes, les joies. Mais bien sûr, tout ce que... Enfin, je crois que vous mettez... Ça correspond... C'est pas tout à fait les traditions... Oui, c'est quand même assez traditionnel. Si, c'est très traditionnel.
Pluton en bélier, oui, ça se fait aussi, effectivement. Oui, Neptune, Pluton. Voilà, donc, si on vous demandait, donc finalement, vous pensez que quel est l'apport donc de la tellurologie à l'astrologie, monsieur? Il n'y a pas d'apport de la tellurologie à l'astrologie, c'est un complément. Oui, enfin, un apport, on ne va pas jouer sur les mots. Ah bah si. Complément, un apport. Vous, en tant que spécialiste des mots, c'est pas un apport, c'est un complément. On n'apporte rien à l'astrologie. L'astrologie existe il y a une entité astrologie. Oui, d'accord. Elle existe. La tellurologie lui amène autre chose. Aujourd'hui, si j'avais à discuter avec des astrologues et leur amener, non pas un débat contradictoire, parce qu'ils ne peuvent pas m'amener une contradiction, ils n'ont pas connaissance de ça. Mais j'espère que très vite, certains vont entrer dans ce domaine et qu'on pourra échanger. Moi, je leur amène des choses qui sont l'objet des recherches que je mène sur la cyclologie. Et tout à l'heure, j'étais en train de vous expliquer qu'en 2007, j'ai trouvé quelque chose, et donc je l'ai retrouvé. Et je l'ai retrouvé à des moments clés et charnières de l'histoire. C'est-à-dire que quand en 2007, j'ai trouvé ça, et toutes les manifestations, cette fameuse nuit de cette fameuse croix, il y a eu la prise d'otage à la mosquée rouge d'Islamabad, qui s'est terminée dans un bain de sang. C'est-à-dire que quand on est dans une problématique unitaire, choix esprit-matière, esprit et renouveau, il se passe quelque chose. Et ensuite, ça tourne. Donc je me suis dit, je vais retrouver ça dans l'histoire. Effectivement, je l'ai retrouvé. Je l'ai là, mais comme vous voulez moins que je fasse une démonstration oui. de mémoire, je l'ai retrouvé en 1911, donc c'était la guerre en Mandchourie. Vous l'avez sur un site, ça, ce genre de choses? Non, je fais des conférences. Je fais des conférences. Ah, oui, j'ai fait quelques conférences à Paris, oui. Dans des cercles plus privés et dans des... Oui, mais chaque chose en son temps. Et donc je l'ai retrouvé en 1914. Oui. Je l'ai retrouvé en 1929. Je l'ai retrouvé en 1937. En 1937, le Japon envahit la Chine. C'est la bataille de Nankin. Ça a été des horreurs. C'est la montée des fascismes, quand même, sur l'Europe. Je le retrouve en 1945, mais avec une figure différente. Et une indication de l'heure qui pointe sur le Japon. Je le retrouve en 1958, au moment où la 4ème République est à l'agonie, et que la 5e arrive. Je le retrouve en 1960, au moment des décolonisations. Je me suis dit, quand il y a cette figure, cette croix, et dont Guénon a beaucoup parlé sur ce symbolisme de la croix par rapport à la verticalité et à l'horizontalité, il se passe effectivement des choses dans un laps de temps de 120 jours à 400 jours, qui sont l'intérêt de la recherche psychologique que je mène depuis. Alors, voilà. Donc finalement, cette succession de dates que vous venez de nous dénoncer, elle est obtenue comment, cette succession de dates? C'est cette recherche d'après les éphémérides et d'après le... J'ai juste soif. Oui. De 90 jours pour la 3e et de 400 jours pour la 4e, le fait de les retrouver ensemble sur des axes très précis m'ont fait découvrir les cycles qui rythment la Terre dans ces grands mouvements. Et notamment quand il y a des grands mouvements qui soient d'ordre naturel ou qui soient liés à l'homme. Et donc je les ai retrouvés. Et je peux vous montrer le dernier travail que j'ai fait, ça a été d'essayer de comprendre, d'expliquer le printemps arabe. Le printemps arabe a commencé, comme tout le monde le sait, en Tunisie, et le 25, je crois, janvier, il y avait ce que j'appelle une conjonction, enfin, vous connaissez, entre la 3e ellipse et la 4e, c'est-à-dire celle des transformations, et celle du carme. Excusez-moi, on n'est pas habitué. Les ellipses, c'est une structure tellurologique. Tellurique. Tellurique. Oui. C'est ça. Non, parce que bon, alors comment est-ce que donc vous reliez, donc vous mettez là, donc il y avait une conjonction de la 3e ellipse avec quoi? Je vous laisse. Non, mais non. Il y a une conjonction de la 3e ellipse avec des données astrologiques. Avec la 4e ellipse. Dans un espace qui correspond, parce que chaque heure est découpée en quart d'heure, et chaque quart d'heure exprime quelque chose. De la même façon qu'une maison va donner une telle signification, un quart d'heure va avoir tout un tas de données qui vont apparaître et surgir. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment vous articulez la théorie et l'astrologie et les planètes.
J'arrive toujours pas à comprendre le rapport que vous faites entre les deux. Là, pour le moment, je vous parle uniquement de la partie tellurique. Ensuite, je rajoute... D'accord, donc pour l'instant, on n'est même pas dans les planètes, là. On n'est pas dans les planètes. Ah, d'accord. Et Parce donc, que alors la parité tellurique, tout à l'heure, vous me faites... Alors, quand vous parlez de 1937, on n'est plus du tout on est dans le domaine de la politique, là. Enfin, si vous voulez, il faut corroborer des événements, ou l'inverse, si je trouve des dates et si je trouve des figures, qu'ont fait les astrologues au cours de leur démarche Oui, non, mais je sais, les astrologues sont les astrologues. Oui, non, mais et les attendez, tellurologues il se trouve qu'il n'y a pas de tellurologue. Je suis le seul et unique aujourd'hui à parler de ça. Je ne me considère pas, j'aime pas ce mot tellurologue, c'est pas le souci. Je vais vous donner, puisque vous me parlez du manque de lien, je vais vous donner un autre exemple. On va rentrer dans l'astrologie. En 1988, en février, il y a eu une conjonction entre Saturne et Uranus. Cette conjonction s'est située, si on la situe sur la roue tellurologique, elle se situe en face de la première direction, la direction de Khéops. Donc on se dit là, bon, il n'y a pas grand-chose à comprendre, pas de lien. Sauf que elle se situe au 29e degré du Sagittaire. Il se trouve que le 29e degré du Sagittaire est à 2,5 degrés du centre de la galaxie. On se dit, tiens, là quelque chose, on tient quelque chose. Et qu'est-ce qu'on fait? Oui, le Sagittaire, vous parlez de la constellation. Je parle en signe astrologique, je ne parle pas de constellation. Je parle de la localisation du centre de la galaxie dans le signe du Sagittaire. Je parle pas... D'accord. Non, je ne mélange pas. Ça correspond à la position d'Antares. Je parle en astrologie tropicale et non pansidérale. D'accord. Donc je reviens... Parce que le centre de la galaxie, c'est par rapport à la constellation du Sagittaire. Non, monsieur. Il y a deux possibilités. Soit on la positionne en tropicale, soit on la positionne en sidérale. C'est pas un souci, ça. Il y a un écart de 23 degrés. Oui, je sais. On s'en fout quelque part. Oui. C'est positionné comme ça. Elle est positionnée au 27e degré aujourd'hui du signe du Sagittaire tropical. Voilà. Et donc 23 au 3e degré en sidéral. Et donc si on veut, on le décale. Dans les deux cas, c'est dans le Sagittaire. Dans les deux cas, c'est dans le Sagittaire, voilà. Mais c'est pas le souci que sur le Sagittaire, c'est le fait qu'il y ait conjonction d'Uranus et de Saturne, quelque part bouleversement des structures, dans un axe aligné avec la Terre, en face de la pyramide de Khéops. Et qu'est-ce qu'on retrouve ce jour-là? Très précisément, on retrouve la 4e des ellipses, qui elle est aussi en conjonction. C'est-à-dire qu'on va maintenant passer du simple moment où on regarde la roue, on va, ce que je vous disais, passer au sertissage quelque part, puisque c'est serti dans un espace plan du zodiaque. Donc, si je comprends bien, vous connectez la structure du modèle développé notamment par M. Didier, vous le connectez... Madame Didier. Madame Didier, en l'occurrence. Vous le connectez avec les configurations planétaires. Tout ce que vous savez de l'astrologie, tout ce que vous connaissez, tout ce qui est là. Et donc finalement, en l'occurrence... J'en ai une partie dans la tête, et on peut faire ce lien. C'est pour ça que je vous disais que c'est complémentaire. Donc en l'occurrence, si on n'a pas ces ellipses telluriques, les dates, il y a des choses qui vont échapper à l'astrologie. C'est une bonne réflexion. L'astrologie ne pourra pas fonctionner et donner des renseignements chronologiques valables si on ne l'articule pas sur les ellipses telluriques. Oui, voilà, très bien. Je vais vous répondre différemment. J'ai posé la question à Yves Lenoble, mais il n'a pas pu me répondre puisqu'il n'a pas cette ouverture. Ici, il a l'ouverture, Yves Lenoble, mais il n'a pas eu envie de se plonger. Je lui ai dit, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé en Birmanie en 2007 ? Il ne pouvait pas me l'expliquer. Par contre, je lui ai dit, moi, je peux peut-être vous amener un amorce d'explication. Parce qu'il y a un autre facteur que vous considérez. Mais bien sûr, c'est le facteur tellurique. Oui. C'est le facteur Terre. Parce que l'astrologie parle d'astrologie sans parler de la Terre. Voilà. Depuis des millénaires. Donc c'est un apport, effectivement. Oui. C'est un complément. Oui. Moi, par exemple, véritable complément. Pour faire le parallèle avec ce que vous dites, pour vous montrer que je vous suis assez bien, je travaille sur les étoiles fixes. Oui. Et je constatais que si on ne tenait pas compte de certaines étoiles fixes, il y avait des dates qui nous échappaient. Donc effectivement, c'est la prise de conscience qu'il y a un paramètre supplémentaire. Alors évidemment, la différence avec les étoiles fixes, ça fait quand même partie du cosmos. C'est pour ça que je me suis permis de prendre le centre de la galaxie. Oui.
Alors effectivement, bon, alors en effet... Si on prend Fourmao, si on prend Régulus, si on prend Antares, si on prend Algol, si on prend Alcyone, si on prend Aldébaran, si on prend tout ça, on peut les positionner. Mais j'ai pas voulu à aujourd'hui compliquer la chose, parce que c'est déjà compliqué pour certains, parce que le souci qu'ils ont, c'est qu'aujourd'hui ils ne peuvent pas mixer les deux. Quand je dis mixer les deux, c'est prendre clavier symbolique de l'astrologie, clavier symbolique de la tellurologie, et essayer de commencer à les mettre... Et quand je fais ça, c'est non pas en opposition, mais essayer de les mettre ensemble, et qu'est-ce qu'on peut faire avec? Donc, parce que ça demande une démarche où il faut déconnecter le cerveau. Votre conclusion, enfin, sur ce point-là, c'est que l'astrologie ne marche pas... J'ai pas dit ça. Non, enfin, je veux dire que l'astrologie ne donne pas certains résultats, certaines corrélations, parce qu'elle néglige une certaine information qui est fournie par le tellurisme. Le mot n'est pas le bon mot. Elle ne pouvait pas négliger. Elle n'a pas connaissance aujourd'hui. Donc voilà. Elle n'en tenait pas compte. Elle n'en tenait pas compte. Par contre, pour les étoiles fixes, c'est différent, parce que pour les étoiles fixes, on les connaît depuis des millénaires, les étoiles fixes. Donc l'astrologie a pu se constituer sur la base d'un rapport entre les planètes et les étoiles il y a des millénaires. En revanche, ce que vous nous dites, là, c'est ça qui est la différence, c'est que là, on est dans la modernité. C'est-à-dire qu'on est dans la modernité, c'est-à-dire que les astrologues d'autrefois n'avaient pas les moyens de faire ce que vous avez fait. Alors que dans mon travail, les astrologues d'autrefois pouvaient le faire. Alors, je peux avoir une amorce d'explication à ça. Si on se branche sur la Pangée, on peut considérer que la Pangée est la naissance de la Terre. La quoi, là? La Pangée. Ah oui, précisez ce que vous entendez par la Pangée. Oui. C'est-à-dire avant la dérive des continents, quand tous les continents sont ensemble. Voilà, mais quand même, je pense. C'est la dérive, c'est le Wegener, oui, c'est ça. Voilà. Donc quand les logiciels informatiques permettent justement de faire regrouper les continents et les regrouper ensemble, c'est ce qu'on appelle la Pangée. Quelque part, c'est après le fœtus, c'est la naissance de la Terre. Et on peut considérer aujourd'hui que la Terre est à l'âge adulte. Et on peut donc dire, si cette connaissance arrive aujourd'hui, c'est parce qu'il est temps qu'elle émerge. Voilà, c'est comme on peut dire aussi que si on découvre Pluton en 1930, c'est parce qu'il était temps que ça soit découvert, etc. Enfin, voilà, oui, on peut aussi construire des discours et leur contraire. Mais alors, ça voudrait dire que l'astrologie, une véritable astrologie complètement maître de ses moyens, n'a pas pu exister dans le passé. Elle ignorait certaines données. Non. Astrologie, il y a astre. On est dans le domaine de l'observation depuis la Terre sur le ciel. Ça, c'est l'astronomie. Oui. Non, oui, mais attendez, on ne va pas jouer sur les mots là. Ah non, non, je vous retourne la chose. Pas du tout. Ils ont bien dû commencer par observer avant de pouvoir tirer des interprétations, des conclusions. Alors, écoutez, si vous aviez... non, justement, il y a tout un débat à ce sujet. Oui. Généralement, effectivement, on présente les choses comme vous le dites. Généralement. C'est-à-dire qu'on dit, les astrologues ont observé les astres, et puis ils ont compris la signification de chaque astre, l'un par rapport aux autres. C'était surtout des astronomes. Oui. Avant d'être des astrologues. Oui. Alors donc, effectivement, bon. Alors ça, c'est la théorie généralement habituée à présenter. Personnellement, moi, je l'ai contestée depuis longtemps. Je pense que l'astrologie est une construction. C'est une construction. C'est-à-dire que c'est... il a fallu faire des choix, si vous voulez. On n'a pas... Donc l'idée... C'est une idée... Si vous voulez... Vous savez, quand vous dites ça, ce sont des représentations qui traînent un petit peu partout. Voilà, il faut... bon, les idées évoluent sur ce sujet. Les idées évoluent. Donc actuellement, on est plutôt... cette thèse d'une faculté des humains à décrypter le système solaire qui, en plus, ils ne connaissaient pas intégralement. Puisqu'il n'y avait pas non plus les aspects avec Uranus, Neptune et Pluton. Donc, on ne sait pas très bien comment ils auraient pu travailler, puisqu'ils ignoraient un certain nombre d'informations. Ce qui n'est pas aujourd'hui prouvé aussi, parce que différentes sources expliquent qu'il peut y avoir... c'est pas l'objet de la discussion. Si, mais je veux dire que c'est... ce qui est l'objet de la discussion ici, c'est l'idée que vous avez un postulat, qui n'est d'ailleurs pas du tout votre postulat à vous, le postulat d'Yves Lenoble et d'Arbaud, etc., ou de Nicolas en plus, comme quoi l'astrologie serait née de l'astronomie, que les significations des planètes seraient liées à une volonté de comprendre le rôle de chaque planète, l'une par rapport à l'autre. Bon, c'est un paradigme qui est actuellement
remise en question. Bon. Le nouveau paradigme n'est pas celui-là. Le nouveau paradigme, c'est l'idée. La Lune, on ne peut pas tout prendre. Vous savez, si on prend les choses dans l'absolu, il y a un nombre de combinatoires possibles inimaginables. Non seulement il y a le nombre de planètes, mais aussi les aspects, etc. Donc on ne peut pas tout prendre. Il a donc bien fallu faire des choix. Il a fallu structurer. Voyez-vous ? Et c'est ce travail de structuration que, apparemment, vous n'êtes pas disposé à accepter. C'est-à-dire vous ne voulez pas accepter l'idée que l'homme, que l'astrologue, en opposition avec l'astronome, l'astrologue, il a fait ce qu'on appelle le cosmos utile. C'est-à-dire, à quoi ça me sert le cosmos? Il n'a pas dit, tiens, ça c'est ça, tiens, c'est ça. Non, il s'est dit, voilà, je veux un repère chronologique nouveau, qui n'est plus celui du Soleil, qui n'est plus celui de la Lune, qui n'est plus celui de l'année, qui n'est plus celui du jour. Je veux un cycle plus long. Quelle est la planète qui pourrait servir à cela? Et il a accordé à certaines configurations des significations particulières, qui ne sont pas liées à la compréhension de ces significations, mais à l'instauration de ces significations. C'est-à-dire que ça n'est pas... c'est de l'ordre de la création, comme on crée un langage. Regardez par exemple le langage, c'est pareil, le langage. Les sons, pourquoi tel mot veut dire telle chose, pourquoi tel son, là, pourquoi dans telle langue il n'y a pas tel son. Bon, là, en français, par exemple, tous les sons n'existent pas. Eh bien, la langue, l'astrologie aussi est comme une langue, il y a des choses qui existent, des choses qui n'existent pas. Donc, toutes les potentialités, vous-même, par exemple, j'ai vu que vous aviez un développement important sur les aspects. Oui, ben, il y a des aspects, tous les intervalles n'existent pas en astrologie. Il n'y en a que certains qui existent. Donc ça, c'est déjà une géométrie particulière, voyez-vous. Oui. Il y a une géométrisation de l'astrologie. Mais nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Hein. Voilà, il y a une géométrisation de l'astrologie, comme il y a une volonté de chercher dans le cosmos des structures géométriques intéressantes. Pas forcément toutes les planètes. Voilà. Donc, effectivement... Voilà la position en temps réel. Oui. Voilà la position en temps réel. Et je vais juste... Ah, c'est quoi ça, ce dessin? Donc c'est la roue. La roue tellurologique. Donc là, on a la structure tellurologique, et puis on a les planètes aussi, ou oui. Le zodiaque. J'ai positionné Paris. Je vais me brancher dessus. Et je vais faire de suite ici. Voilà. C'est-à-dire que quand je suis à Paris, là, l'image le montre, quand je suis sur Paris, je vois par conjonction la Lune et je vois que le Soleil se retrouve dans un aspect de trigone. Alors c'est là où je mélange maintenant. Je vais prendre toutes les planètes et je vais prendre les ellipses. Voilà. Et je vais essayer de vous traduire la météo du jour, c'est ce que l'atmosphère. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, quand vous avez donné les dates importantes, c'était non, les dates importantes étaient uniquement sur la base de la tellurie. Sur la base tellurique, oui. Vous n'aviez pas, donc ça n'avait pas d'importance que les planètes étaient à tel endroit ou à tel endroit. Ça n'avait pas d'importance. Oui, donc la tellurie a sa propre cyclologie. Elle n'a pas besoin de l'astrologie, en fin de compte. Voici la cyclologie... Voici la cyclologie tellurique propre. Donc elle peut fonctionner par elle-même. Voici la croix dont je vous parlais. Cette fameuse croix. Oui. Et à partir de cette croix, l'intuition du moment a fait que j'ai cherché la propre cyclologie tellurique. C'est pour ça que, en cherchant cette cyclologie tellurique, ayant une connaissance partielle de la cyclologie astrologique, que je continue à fouiller, j'ai voulu faire un combiné des deux, et ma démarche aujourd'hui est une démarche de compréhension qui va beaucoup plus loin que l'astrologie et la tellurologie, parce que je fouille dans ce que la tradition nous a laissé, et j'essaie de comprendre pourquoi des auteurs comme Guénon, comme Georgel, comme Ben Loeb, et surtout pour Guénon, nous parlent des 4 âges que tout le monde connaît,
l'âge d'or, d'argent, d'airain et de fer. Oui. Et à quelle source ont-ils été puisées leurs informations? Oui, parce que ça, c'est pas de l'astrologie traditionnelle, ça, Voilà. effectivement. Mais quelque part, tout se rattache à une psychologie quelconque. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de la question des airs précessionnels, monsieur Baldonado? Des airs précessionnels? Oui. Oui, oui, oui. C'est pas non plus. On est dans une zone intermédiaire qui n'est pas complètement de l'astrologie. Ben, on est, si on veut comprendre ce qui se passe, de mon point de vue aujourd'hui, c'est d'essayer de voir, de comprendre pourquoi le système solaire a un rythme de 225 millions d'années dans son cheminement dans la Voie lactée, où il va traverser différents bras de la galaxie spiralée, des bras de spirale barrée que l'on appelle, dont l'appellation a été faite par Hubble. Et si on peut, dans cette démarche de recherche, si on peut expliquer des grandes périodes de glaciation de notre Terre par rapport à la position du système solaire dans la traversée des différents bras de la galaxie. On a aussi le centre de la galaxie, mais on a aussi le supercentre de la galaxie, qui lui-même a une démarche précessionnelle. Voilà, c'est dans cette démarche que je m'inscris. Et c'est pour cela que je vais aux sources. Et j'ai... malheureusement, l'éloignement de province ne me permet pas d'avoir accès... Non, pour terminer notre premier entretien, je voudrais qu'on récapitule la question de ces fameuses ellipses telluriques. Comment est-ce qu'on les a... Comment cette Madame Didier les a-t-elle... Il faut regarder. C'est une inspiration... Alors comment est-ce que c'est apparu ces ellipses? C'est une inspiration d'une personne qui travaille... Alors vous voulez dire que comment ça a été accepté, ce système est-il accepté par les gens qui travaillent sur le tellurisme? Mais des gens qui travaillent sur le tellurisme, il y en a peu. Oui. Les gens qui travaillent sur le tellurisme... Donc on va dire que c'est une espèce de création de cette dame, en fait. C'est une création, elle est inventrice, si vous voulez. C'est une tellurie didiérique. Didier. Si vous voulez. Voilà, donc vous travaillez sur un modèle qui a été élaboré par Madame Didier. Quel est son prénom? Daniel. Daniel Didier. Donc c'est un modèle qu'elle a élaboré. Est-ce que vous pouvez nous dire grossièrement comment est-ce qu'elle l'a élaboré? C'est une rencontre que j'ai depuis pas mal d'années de par l'ancien métier que je faisais, qui était restauration d'objets d'art. Oui. Et cette personne, j'ai eu à intervenir chez elle il y a bientôt, ça fera... Elle est toujours en vie, cette dame? 18 ans, oui, oui. Et donc, l'amitié qui est née de cette rencontre, l'intérêt qu'elle pouvait porter, elle aussi, à l'astrologie sans être astrologue. Et connaissant mon intérêt particulier pour l'astrologie, ma démarche, ma conception, quand cette personne a eu cette information qui lui est parvenue, et donc elle le met, c'est une inspiration, c'est un travail d'inspiration, elle avait besoin, je vous dis, de quelqu'un pour jouer la partition. Voilà. Et donc c'est pour ça que dans ma préface, je parle que j'ai été émerveillé de découvrir ça, et qui m'a quelque part, non pas déstabilisé, mais quand vous avez, je vous dis, un second clavier symbolique que vous ne connaissez pas, qu'il vous faut... Qu'est-ce qu'elle en a pensé, elle-même, de ce mariage entre l'astrologie? Ça, je pense qu'il faudrait peut-être lui demander s'il est possible de le faire un jour. Mais vous avez comme une idée de ce qu'elle a pensé de cela? Pas spécialement. Elle en a pensé que c'était quelque chose qui allait révolutionner. Qu'est-ce qui vous a amené à penser qu'un tel rapprochement entre le prisme, enfin le système de Madame Didier et l'astrologie, ça valait la peine de le tenter? Moi, personnellement, j'avais un intérêt, je faisais un peu de géobiologie en amateur, toujours en amateur. Donc utilisation des baguettes que tout le monde connaît pour découvrir les courants, l'eau, les failles et tout ça. Le travail du sourcier. Oui, si vous voulez, le travail de sourcier. Et donc il y a ces énergies, et j'ai plus le nom de cet Allemand là qui a le réseau Hartmann, voilà, le réseau Hartmann, et d'autres réseaux qui existent. Ces gens-là ont fait des repérages de ces énergies telluriques sans savoir, au moment où ils faisaient ce repérage, que ces énergies telluriques qu'ils avaient repérées dans des lieux, ou peut-être même que l'on retrouve dans des endroits utilisés par la géographie sacrée, pouvaient être animées
justement par ces énergies telluriques, qui sont particulières, puisqu'elles sont sur le mode yin-yang, en permanence, et elles sont au nombre de 4. Et de cette combinaison permanente, perpétuelle de ces énergies, qui sont quelque part en relation aussi avec le Soleil, la Lune et Jupiter, de ce qu'elle m'a donné comme indication, en me donnant les éphémérides, mais n'ayant pas ce formatage astrologique, ne pouvant pas entrer. Et moi je me suis trouvé donc avec l'astrologie que je connais, d'une certaine façon, et cette partie qui est équivalente en poids. Elle n'a pas le poids de tous les livres, parce que c'est pas possible, ça vient juste d'émerger. Mais elle est équivalente en devenir, aujourd'hui. Et c'est un, je dirais presque que c'est un. Alors finalement, qu'est-ce qui vous a, quels ont été les premiers résultats encourageants de cette rencontre entre les deux? Ce sont certaines dates comme ça qui sont apparues. Bon, est-ce que vous avez mené séparément les recherches sur la chronologie? Vous avez appliqué le système de Mme Didier à l'histoire de l'humanité, à l'histoire du XXe siècle? C'est ce que je suis en train de faire. C'est l'objet de ma démarche. J'essaie très modestement de réunir une somme d'informations importantes pour essayer moi-même, si j'en ai la possibilité, d'écrire. Je suis en train d'écrire, mais je reconnais qu'il y a une difficulté à architecturer quelque chose qui est tout à fait nouveau. Donc sur ce tableau, par exemple, il y a 2 couleurs, c'est ça? Oui. 1, 2, 1, 2. Pourquoi 1, 2, 1, 2? Non, non, ça ce ne sont pas des ellipses, ça. C'est quelque chose dont je ne vous ai pas encore parlé pour ne pas mélanger. Bon, d'accord. Ça, ce sont des enfin, je veux dire, vous avez parlé tout à l'heure d'une alternance, quelque part. J'ai entendu ce mot alternance. Il y a yin-yang, je ne sais pas exactement. Donc, est-ce que ça signifie qu'il y a des phases du système qui favorisent certains types d'événements et d'autres phases qui favorisent un autre type d'événements? Si vous voulez, oui. Est-ce qu'il y a une binarité des événements? Je n'irai pas jusqu'à utiliser ce terme. Non, parce que vous nous parlez de... Vous nous avez dit... Il y a une binarisation des cerveaux, c'est certes. Non, mais au niveau historique, est-ce que la série d'événements... On va revenir... Vous nous avez donné 4 ou 5 dates, je crois, pour le XXe siècle. Si vous permettez, bien que vous... Ce n'est pas... Non, mais c'est parce que le temps est compté, monsieur, c'est ça le problème. J'ai des choses à faire, j'ai des choses à faire. Je sais que le temps est compté, mais si je pouvais au moins... vous montrer juste 1914 voilà. Ou 1929. Voilà. 1929, oui. Voilà, 1929. Voilà. Figure particulière. 1929. Et donc je vous ai montré, et vous l'avez prise à l'image, je vous ai montré 2007, pardon. Voilà. Et donc avec cette recherche cyclique, tellurique, chaque fois qu'il y a ce type de configuration, ces figures géométriques en forme de croix, personnellement, j'ai trouvé que des événements importants se déroulaient dans un laps de temps. Ici, nous en voyons 3, c'est-à-dire que la quatrième, qui est verte, est en dessous de celle qui est jaune. C'est-à-dire qu'elles sont superposées. Donc vous parlez d'événements importants. Oui. Il n'y a pas de classification des événements. À aujourd'hui... Il n'y a pas deux types d'événements qui pourraient... À aujourd'hui, je ne suis pas dans la classification des événements parce que la démarche est tellement importante. Les moyens sont peu en tant qu'humain. Parce qu'il faut comprendre, avant d'entrer là, il faut comprendre. Et c'est pour ça que la démarche que j'ai avec certains astrologues est intéressante dans la convivialité, mais se stoppe dès que je commence à parler de ça parce qu'il décroche. Non, mais par exemple, regardez, vous avez l'ouvrage d'André Barbeau là, qui est tout au-dessus. Là. Lui aussi, il en reste à une certaine typologie. Enfin, c'est même pas important. Enfin, je veux dire, au fond, est-ce qu'on peut dire que quand les configurations majeures se produisent, il y a des événements importants, et quand elles ne se produisent pas, il n'y a rien d'important qui se produit? Je dirais que même quand il n'y a pas de configuration, il y a aussi des événements. Donc à ce moment-là, c'est pas concluant, parce qu'effectivement, il faudrait montrer que c'est ce qu'a essayé de Barbeau, mais il l'a fait à sa façon. Il faudrait montrer que... Non, c'est pas concluant, c'est pas que ce soit pas concluant, c'est honnête. Oui. C'est pas pareil. Non, mais je veux dire que il faudrait montrer que certains types de situations ont tendance à se produire à ces moments-là, et surtout, un point qui m'est cher en tout cas, que dans toute cyclologie, M. Bordonado, il y a un rythme, il y a une dualité.
il y a l'involution, l'évolution, les choses se font, se défont. Oui, Bon, c'est donc, comme quand on regarde les aires processionnelles, il y a mais une ça, période une montée ascendante, il y a une phase plateau, puis une période descendante, oui. Ça, c'est, la vie est rythmée comme ça. Voilà. Donc il y a des moments où, j'ai pas d'important ou pas important, il y a des moments qui correspondent à un certain type de situation, et d'autres moments qui correspondent à d'autres types de situations, qui sont inversés. La question, c'est effectivement d'avoir un modèle conceptuel qui soit cohérent, c'est-à-dire qui implique... Parce qu'entre deux moments clés, qu'est-ce qui se passe dans votre système? Entre deux moments importants... Entre deux moments majeurs, il y a Voilà. de l'événementiel mineur, Voilà, c'est ça. qui est déterminé par les moments clés majeurs, Voilà, c'est ça. dans lesquels, c'est-à-dire Donc, qu'on c'est est dans un cycle avec des sous-cycles, Majeur, mineur. évidemment. Voilà, c'est ça. Donc c'est la question que je vous posais tout à l'heure. Mais Donc, c'est pour ça que je me suis permis d'insister, de vous montrer au début les points géométriques majeurs. C'est là où je veux en venir, c'est que quand on veut comprendre ça, il faut essayer de voir. On pourrait donner une lecture de ces directions au nombre de 10, 1, 2 jusqu'à 10, en passant un peu par la numérologie. Oui. Bon, je ne suis pas un numérologue, donc je ne m'y hasarderai pas. Je reviens sur la partie. Mais voilà une autre configuration. Je me suis permis de vous en montrer deux. 1937. Celle que je vous ai montrée de 1929 Oui. avait une orientation cyclique sur la pyramide de Khéops. Celle de 1937 a une orientation sur le Machu Picchu. oui. Et la différence qu'il y avait, c'est que pour moi, il y a une graduation dans la force, on va dire, qui émane des énergies de la Terre. Parce qu'il y avait les quatre qui étaient sur des angles et sur des directions majeures. Alors que celle-ci n'est pas sur une direction majeure. Elle est très proche, mais elle n'est pas. Oui. C'est un Parce que, instantané. justement, vous citez des lieux importants sur la Terre. Il y en a combien de lieux importants comme ça? Il y a 10 lieux importants. Il y a Khéops, il y a Machu Picchu. Khéops, Kilimanjaro, Machu Picchu, Crater Lake en Oregon, Terre de Feu, limite la pointe en bas entre l'Argentine et le Chili, au Cap Horn, quoi. Ensuite, Lhasa, Tibet. Est-ce que ça veut dire que le système de Madame Didier a été constitué par rapport à ces points majeurs? C'est inclus, c'est dans le système. D'accord. Il n'y a pas que ça. Donc il y a une sorte de géographie sacrée, en quelque sorte. Il y a une géographie sacrée et je travaille aussi à développer, je ne vous ai pas encore parlé de ça, par tableau, avec les différentes positions Oui. de ces ellipses 3 et 4. Pourquoi le choix des 3 et 4? Parce que plus lentes et donc plus porteuses d'événements que les plus rapides. Je m'explique, quand on est dans une lunaison, il y a toujours une importance, quelque chose dans cette lunaison, hein, je ne dis pas ça. Mais si on reprend le cycle Saturne-Uranus de 1988 sur cette première direction avec la conjonction d'une ellipse 4, on peut expliquer ce que les astrologues n'ont pas pu faire aujourd'hui, les événements de la chute du mur de Berlin. Si, il y a eu des tentatives. M. Barbeau avait lié ça à la conjonction Saturne-Neptune, par exemple. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la conjonction, sur le cycle Saturne-Uranus, et notamment aujourd'hui. Et j'ai même écrit de façon assez abrupte et qualifiée de violente par certains sur l'utilisation d'Uranus par, on va dire en gros, par les domaines boursiers, dans une contrainte, c'est-à-dire on se trouve avec Uranus, et j'ai appelé ça les 4 C contre les T, c'est-à-dire la contrainte cybernétique corruptrice et criminelle contre la trame tétanisée temporelle.